Ok, merci beaucoup. Alors, bienvenue dans cette UE27, même si on ne se voit pas grave. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter cette UE et on commencera le premier cours. Et après, donc, je ferai à chaque fois, je vous laisserai un peu de temps pour poser des questions ou si vous avez des remarques à faire. J'attends, je vois qu'il y en a qui sont encore en train de se connecter. Je vais attendre une petite minute que tout le monde soit connecté, puis je vais démarrer. Alors, donc, UE27, contrôle qualité. Alors, quels sont les objectifs de cette UE, de cette formation? Donc, l'année dernière, en UE5, on vous a appris tout un tas de méthodes analytiques, de méthodes physico-chimiques. Cette année, en fait, je ne vais pas recommencer, ne vous inquiétez pas, mais c'est plutôt comment utiliser ces méthodes à des fins dans des applications pharmaceutiques, essentiellement le contrôle qualité. Que ce soit contrôle qualité des substances actives ou des produits finis. D'accord? Donc, on va voir comment utiliser, comment choisir une méthode, voilà, qu'est-ce que ça apporte. Donc, c'est vraiment plus l'application des méthodes que vous avez appris en... Ah, vous n'entendez rien. Vous êtes la seule, Mariam, je suis désolée. Les autres, ils m'ont dit tout le monde m'entend, sinon il y a... Voilà, ok, super. Ok, merci. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de cette UE. Alors, donc, pour utiliser des méthodes, ça va impliquer plusieurs choses. Et donc, c'est ce qu'on va travailler. C'est d'abord, pour utiliser une méthode, c'est comment une méthode d'analyse doit être validée pour une application donnée. Vous allez voir, on aura quand même plusieurs notions un peu de statistiques et de validation qui interviendront. Ensuite, autre notion très importante, comment rendre un résultat d'analyse. Ce n'est pas juste donner un chiffre, c'est comment l'exprimer, comment le rendre pour pouvoir l'utiliser. On va discuter aussi de voir comment sélectionner les analyses à effectuer. Encore une fois, vous verrez que la démarche est la même, que ce soit au niveau de la substance active, des matières premières ou du produit fini. Et enfin, une fois qu'on a choisi la méthode, qu'on a réalisé l'analyse, qu'on a rendu un résultat, n'oubliez pas que l'objectif, c'est de rendre une notion de conformité. Résultat conforme ou non conforme pour pouvoir, au final, l'objectif final étant la libération des lots de produits. Donc, voilà les objectifs de cette UE. Je ferai une petite pause à la fin. Enfin, là, c'est une introduction. Je ferai une petite pause si vous avez des questions. C'est plus simple que de m'arrêter à chaque fois. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Deux fois la même. Je ne sais pas pourquoi il y a deux fois la même. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, la démarche qualité, on y reviendra. Donc, si je résume ce que je viens de dire, la démarche qualité, et c'est ce dont on va parler, c'est j'ai quelque chose à analyser. Encore une fois, c'est la même chose, que ce soit le paracétamol ou le comprimé de Doliprane, la problématique est la même. J'ai quelque chose à analyser. Première étape, je ne vais pas, si je reprends sur une fabrication de comprimés, je ne vais pas analyser tous les comprimés. Je vais prélever un échantillon. Donc, je vais faire un échantillonnage. On y reviendra sur qu'est-ce qui était important dans un échantillonnage, quels sont les paramètres qu'il faut absolument maîtriser pour faire un échantillonnage. Une fois qu'on a fait cet échantillonnage, on a ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Alors, je suis désolée, ça a un peu bougé le format de présentation, mais bon, ça ne gêne pas la lecture. Une fois qu'on a cet échantillon représentatif, on va donc analyser cet échantillon. On va l'analyser par rapport à quoi? Les notions que vous avez déjà abordées en deuxième année, on va les comparer par rapport à des spécifications. D'accord? On y reviendra. Tout ça, je reviendrai sur toutes ces notions-là. Dans les spécifications, vous allez avoir à chaque fois donc un essai à réaliser, mais surtout la méthodologie, un protocole opératoire à suivre pour faire cet essai. Ce qu'on appelle une procédure. D'accord? Avec, dans cette procédure, à la fois la préparation de l'échantillon analytique,
hein, on ne dose pas un comprimé comme ça, hein, on va devoir préparer l'échantillon. On va faire la mesure à proprement dit, spectro UV, chromatographie, peu importe, et après, on fera un calcul pour obtenir une concentration ou une masse. Pour chaque test, vous allez donc rendre un résultat sous un format particulier. Donc, le choix de l'expression du résultat, on y restera aussi un petit moment, c'est très important. Une fois que vous avez rendu ce résultat au bon format, vous allez le comparer par rapport à des critères d'acceptation. Et c'est cette comparaison par rapport à des critères d'acceptation qui vous permettra au final de dire si votre échantillon est conforme ou non conforme. Voilà donc la démarche qualité sur des produits pharmaceutiques. Alors, l'UE27, comment ça va se passer? Vous allez avoir donc des cours, je reviendrai après sur le contenu. Vous allez avoir des ED. Alors, vous avez 4 ED assez différents. Vous avez un ED qui est plutôt... alors, ça a un petit peu changé l'ordre qui est écrit là, je le corrigerai sur le... Vous allez avoir le premier ED qui est sur l'étalonnage avec plutôt des exercices. Vous aurez le D2 et 3. En fait, c'est le D3 là qui n'existe plus. Vous aurez celui qui s'appelle 2 et 4, donc qui sont des exemples de contrôle qualité. Hein, on va illustrer ce que c'est dans des cas très pratiques. Hein, on va repartir de la pharmacopée. On va faire du contrôle qualité dans des problématiques très particulières qui sont le contrôle des substances apparentées, des impuretés et des essais de dissolution que vous avez peut-être déjà dû aborder. On y reviendra. Et enfin, vous aurez un 4e ED qui sera plutôt la fin du TP. Donc, on a un petit peu changé l'ordre vu les contraintes. J'y reviendrai pour le présentiel ou pas tout à la fin. Donc, ça, ce sont les 4 D que vous aurez. Et vous aurez également, donc, vous aurez des TP. Je vais revenir sur le volume horaire et sur les contraintes dues à la pandémie tout à l'heure, mais vous aurez, on va dire, un volume horaire de TP. Donc, voilà comment s'organise cette UE27. Sachant qu'il y a une note de TP et donc du contrôle continu sur la note finale. Alors, ce qui est sûr, donc là pour les cours, donc nous sommes 2 enseignants à faire les cours, donc moi-même Cécile Logel qui vais faire les 4 premières séances, donc les 3 séances de cette semaine et celle de lundi prochain, avec des choses qui sont plutôt réglementaires, on travaillera sur les spécifications, les conformités, les référentiels, etc. Et une deuxième partie, donc les cours suivants, qui seront plutôt de la validation et des statistiques et qui seront faites par Monsieur Chaminade. Donc ça, c'est pour la partie cours. Pour la partie ED, donc les ED 1, 2, 3, c'est sûr, ce sera en visio, quoi qu'il se passe. Et le D4, normalement, se fait en salle informatique, mais a lieu très tard puisqu'il a lieu qu'en mai. Donc, on espère que ce 4e ED sera fait à la fac. Ça, c'est pour les ED. Pour les TP, normalement, sur le planning, vous aviez 2 séances de TP. Les TP, c'est pareil, c'est pas tout de suite, hein, je crois que c'est dans un mois. Il se peut qu'on regroupe sur une seule séance et que vous ayez, au total, vous aurez vos 6 heures de TP, mais que ce soit que 4 heures de TP et 2 heures de travail personnel pour préparer et pour rendre le résultat. Les TP, j'avoue qu'aujourd'hui, d'ici la fin de la semaine, je pense que je pourrais vous en dire plus sur les horaires de TP. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est, je pense, qu'il va se passer puisque on va essayer de limiter ou de vous faire venir quand même le moins possible à la fac, mais vous ayez quand même un TP. Donc, on fera peut-être un TP plus long, mais un seul TP et le reste en travail personnel. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur l'organisation de l'UE27? On va faire une petite pause, je me mets sur le chat. S'il y en a qui veulent prendre la parole, si c'est pas tout le monde en même temps, ça ne me gêne pas. Donc, alors, Darima, on aura les CC. C'est quoi les CC, Darima? Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, Darima, les CC? Contrôle continu. Oui, il y a du contrôle continu par l'intermédiaire des TP. Il y a une note de contrôle continu. Il y aura du contrôle continu tel que c'est mentionné dans les MCC. Si on arrive à vous faire les TP, si d'ici là, la fac n'est pas fermée. Si on reste dans l'organisation actuelle, vous aurez des TP par demi-groupe et donc vous aurez du contrôle continu.
Ce sera une évaluation globale sur les TP. Oui, avec la séance informatique, comme je vous ai dit en salle informatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour les questions de cours, en gros, bon, il y en a un qui fait 4 heures, l'autre qui fait 5 heures. Au final, l'examen, on pose des questions tous les deux. C'est ce qu'on a toujours fait, hein. On pose des questions dites cours, enfin voilà, plutôt par rapport au cours tous les deux. Et on pose un exercice qui a rapport avec les 3 ED d'exercice. D'accord? Pas de surprise, vous pouvez regarder les annales. L'année dernière, on l'a fait en ligne, c'est pareil, hein. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, au mois de janvier, si ce sera en présentiel ou en distanciel. L'année dernière, on l'a fait en distanciel, mais on a gardé le même format. Donc, on garde à peu près 14 points, entre 12 et 14 points sur le cours. Et après, le reste, c'est un exercice. Aucun cours ne sera enregistré. Ce n'est pas prévu qu'il soit enregistré. Puisqu'on les fait en direct avec vous, on ne les a pas prévus enregistrés. Les ED, pareil, les ED seront faits à l'heure prévue de votre ED. D'autres questions? C'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, hein. C'est compliqué. Bon, donc voilà pour l'organisation du 27. Dès que le problème de TP sera éclairci, mais je vous dis comme on se voit en plus. Bon, au plus tard, lundi prochain, je vous donnerai la version définitive pour les TP. En tout cas, les ED 1, 2, 3, visio, c'est sûr. À l'heure de votre groupe, pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de questions, mais je vais commencer le premier cours. Alors, si jamais je vais trop vite, j'ai dit on garde les questions pour la fin, mais surtout si ça va trop vite, vous me le dites, vous n'attendez pas à la fin pour me dire que je vais trop vite. Parce qu'en plus, j'ai mis beaucoup de choses sur les slides parce qu'il y a beaucoup de définitions, donc je ne vais pas vous dicter les définitions. Là, en parlant, je vous dirai les mots importants, hein. Si je vous demande une définition, c'est pas... C'est vraiment, il y a des notions clés, mais vous n'êtes pas obligé de me réciter au mot près. Voilà. Donc là, avec vous, quand on va regarder les définitions, je vais vraiment insister sur ce qui est important dans la définition. Mais du coup, ça fait beaucoup de choses décrites sur les slides. Donc, si je vais trop vite ou si ce n'est pas clair, vous me dites stop, on ralentit ou on retourne en arrière ou on retourne à la slide suivante. Vous n'hésitez pas, ce n'est pas la peine d'attendre la fin. De toute façon, j'arrêterai 5-10 minutes avant la fin pour que vous puissiez poser des questions ou qu'on puisse revenir si on a du temps. Les 4 heures, on a largement de temps. Donc, voilà, je ne vais pas aller trop vite. Donc, alors, premier cours. Donc, on va regarder, allez, on va commencer par des choses plus générales. Voilà. Donc, on va regarder les aspects généraux du contrôle qualité, le contexte professionnel et les référentiels. Alors, il y a des choses que vous allez connaître et je suis en train de voir qui... Alors, je vais juste changer mon PowerPoint et le mettre en PDF parce qu'il m'a tout retourné. Si vous ne voyez pas, mais en fait, c'est tout, il m'a tout changé la pagination. Donc, j'ai juste en PDF et je vais 2 petites minutes. Je vais redéposer un document. Enregistrer. Donc, hop, je redépose quelque chose d'autre parce que ça ne me plaît pas comme ça. Donc, une petite minute que ça s'installe et ça évitera que ça se tourne dans tous les sens. Alors, ça arrive, je suis désolée de ce contretemps, j'aurais dû vérifier avant. Là. Désolée, c'est un petit peu long. Bon, en attendant, si jamais il y avait des questions. Bon, on peut commencer sur l'ancien, c'est pas grave. Tant que ça s'installe de nouveau, la première slide, ça ne change pas. Donc, alors, le contexte professionnel et les référentiels. Alors, donc, les référentiels, enfin, l'objectif, donc, c'est ce qu'il faut faire avant de choisir une méthode de quoi que ce soit, ça va être de définir un niveau de qualité. Et c'est à partir de ce niveau de qualité que vous allez choisir des méthodes, des critères d'acceptation.
Donc, on va choisir un niveau de qualité et on va dire bah, tout ce qui est au-dessus de ce niveau de qualité, c'est convenable pour un médicament. Tout ce qui est en dessous n'est pas convenable pour un médicament. Il n'y a qu'un seul niveau de qualité hein, pour les médicaments. Donc, je ne sais pas quelle idée encore, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas beaucoup échanger là, mais il n'y a pas un niveau de qualité pour les génériques, pour les princeps, pour les médicaments plus dangereux, moins dangereux. Non, il y a un niveau de qualité pour tous les médicaments. Ça, il faut que ça soit vraiment clair dans votre esprit. Hein, je ne sais pas si c'était clair. On définit un niveau de qualité pour le médicament, pour tout médicament. On n'acceptera pas qu'un médicament soit d'un peu moins bonne qualité parce que c'est juste de la vitamine C, par exemple. D'accord hein? Quel que soit le médicament, il doit avoir un niveau supérieur à ce niveau de qualité minimale. Donc, il faut définir pour chaque nouvelle spécialité ou chaque spécialité ce niveau de qualité. Alors, et quand on va contrôler ces produits, l'objectif donc, puisqu'on a défini un niveau de qualité, c'est pas de refaire toute la caractéristique du produit, de la science ou de science, c'est pas ça. Ça a été fait pendant le développement du produit. Ce qu'on veut faire quand on fait du contrôle qualité, c'est vérifier est-ce que le produit a atteint cette limite de qualité. Donc, est-ce qu'il est acceptable en tant que médicament ou au contraire, il est en dessous de ce niveau de qualité. Alors, ça m'énerve parce que ça ne charge pas. Je vais recommencer. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Donc, je pense que ça va mieux marcher. Alors, donc pas de caractérisation complète et vous allez voir souvent, hein, vous avez déjà un petit peu vu la pharmacopée dernière, mais souvent c'est pas quand on fait du contrôle qualité qu'on va aller faire des techniques très 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 sophistiquées de spectrométrie de masse, MS carré, non, toutes ces choses-là très scientifiques, elles sont faites dans le développement du médicament. Après, en contrôle qualité, on veut des méthodes rapides, fiables, répétables et qui vous donnent le bon résultat. D'accord hein? Donc, c'est vraiment l'idée, c'est on veut que le médicament soit sûr et efficace. On ne le recaractérise plus, on considère que ça a été fait dans le développement. Et aussi, on considère, quand on contrôle le médicament, qu'il a été fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication. Est-ce que bonnes pratiques de fabrication, c'est des notions que vous avez eues l'année dernière, ça? Il y en a un ou deux qui peuvent me répondre. Si je vous dis bonne pratique de fabrication, ça vous parle. D'accord. Donc, on considère que votre médicament, il a déjà été fait dans un établissement pharmaceutique selon des bonnes pratiques de fabrication et selon une méthode validée. Donc, c'est pareil. On ne reviendra pas sur ces paramètres-là. Hein, on considère que votre fabrication, votre activité respecte une assurance qualité recommandée. Alors, donc, ce contrôle, on va avoir... Alors, pour les dispositifs médicaux, je vois qu'il y a une question, Pétroni. Alors, les dispositifs médicaux, ils ne sont pas forcément fabriqués, ça vous le savez, dans un établissement pharmaceutique. D'accord? Moi, là, je vous parle que pour les établissements pharmaceutiques. Il y a des bonnes pratiques de fabrication, il y a des contrôles qualité sur les dispositifs médicaux. Hein. Ça, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce ne sont pas des établissements pharmaceutiques. Alors, certains, alors, la plupart du temps, vous pouvez avoir des DM fabriqués dans les établissements pharmaceutiques. Hein. Dans ce cas-là, ils sont fabriqués avec l'environnement pharmaceutique. Mais ce n'est pas une obligation réglementaire. Alors, donc, ce contrôle qualité, c'est l'ensemble des tests qu'on va avoir choisis pour garantir la sécurité et l'efficacité. Ah, ça y est. Alors, je change de PowerPoint, mais le début, vous n'allez pas voir la différence, vous. Mais ce sera pour la suite. Alors, je change. Je mets celui-là et je regarde que ça n'a pas dû changer mes pages. Ça doit être mieux. Alors, c'est plus petit, mais au moins, ce n'est pas inversé après. C'est parfait. Donc, voilà. Alors, on a un ensemble de tests. Qui dit test dit forcément la méthode associée. Hein, vous ne pouvez pas dire « je fais une analyse chromato » sans rien dire. Vous devez expliquer votre méthode. Donc, le test, la procédure et le critère d'acceptation. D'accord? Donc, c'est les 3 éléments que vous avez pour chaque test. Et c'est ce choix de test, procédure et critère d'acceptation, je vais le répéter vraiment plusieurs fois, mais qui vous garantissent ce niveau de qualité. D'accord? De votre matière première au produit fini, encore une fois, c'est pareil. Alors, là, j'ai cité et article de conditionnement, parce que l'article de conditionnement, contrairement au DM tout à l'heure, hein, l'article de conditionnement, à partir du moment où il rentre dans le médicament, là, il rentre dans le circuit du médicament, donc il est fabriqué dans un contexte pharmaceutique. D'accord?
Alors, donc, abus de langage, peut-être moi-même en parlant, je le ferai, mais vous prenez l'habitude de parler correctement. Une spécification, c'est quoi? C'est un test avec sa méthode et avec son critère d'acceptation. D'accord? Donc, sur un bulletin d'analyse, vous allez avoir l'ensemble des spécifications. D'accord? Mais une spécification, c'est le test, la méthode, le critère d'acceptation. D'accord? C'est bien. Dans le langage parlé, on a souvent tendance à utiliser le mot spécification à la place de critère d'acceptation. D'accord? Mais non, la spécification, c'est, par exemple, mesure du pH. Alors, la méthode, bien sûr, ça c'est facile. pH mètre, compris entre 6,0 et 7,0. Ça, c'est la spécification. Le critère d'acceptation, c'est juste entre 6,0 et 7,0, l'intervalle. D'accord? Donc, prenez l'habitude de tout de suite parler correctement. La spécification, c'est ça. On y reviendra, le critère d'acceptation qui peut être exprimé soit en teneur limite, soit en intervalle. Là, en parlant, je vous ai donné un exemple d'intervalle. On reviendra dans l'expression des critères d'acceptation plus tard dans le cours. Et lorsque vous aurez vérifié toutes vos spécifications, donc l'ensemble des tests qui sont mentionnés dans votre dossier d'AML concernant votre produit, vous pourrez conclure à la conformité. Et si, et seulement si, tous vos tests ont été conformes. Il n'y a pas de test plus important, moins important. Si par exemple vous avez 10 tests à faire, ils auront tous le même impact, c'est-à-dire il faut qu'ils soient les 10 conformes, même s'il y en a un qui vous paraît vraiment banal par rapport à un autre. Non, à partir du moment où vous l'avez sélectionné pour garantir la qualité et l'efficacité, tous vos tests doivent être conformes pour conclure à une conformité globale. Alors, on va avoir deux grands types de contrôles, d'accord? Pour tous les produits pharmaceutiques. Alors, on va avoir ce qu'on appelle des contrôles en cours de fabrication. Alors, c'est vrai que souvent, on fait un anglicisme, on dit control in process. Hein. Là, c'est moi qui vous l'ai traduit, mais très souvent, vous verrez écrit control in process. C'est-à-dire, c'est un contrôle qui va avoir lieu, comme son nom l'indique, pendant la fabrication. On ne va pas attendre d'avoir fini. Donc, ce qui veut dire que ce contrôle-là, il a lieu sur le site de production et non pas au laboratoire. Et on va définir quand est-ce qu'on le fait, combien d'unités on le prend. Ces contrôles in process ne seront pas mentionnés sur le bulletin d'analyse au final, ils seront dans le dossier de lot. Je réexpliquerai un peu plus tard la différence bien entre, c'est plus tard, c'est dans 3 slides, hein, la différence entre dossier de lot et bulletin d'analyse. Si c'est pas clair pour vous, on va y revenir après. Quel est l'intérêt de ces contrôles in process? Ce sont des contrôles qu'on juge indispensables en fait pour pouvoir continuer la fabrication. Par exemple, un truc tout bête, vous avez 10 poudres à mélanger, 10 poudres blanches. C'est très compliqué de vérifier que, avant de faire votre comprimé, de vérifier que votre poudre est homogène. Mais vous êtes bien d'accord que ça ne sert à rien d'aller faire le comprimé si la poudre n'est pas homogène. Donc, cette homogénéité après mélange de poudre, forcément qu'on va la faire en cours de fabrication. Si ce n'est pas homogène, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Autre exemple, on a un comprimé pelliculé ou enrobé. Je pense que vous savez ce que c'est. Les contrôles que vous devez faire sur le noyau avant le pelliculage, c'est pareil, on va les faire en cours de fabrication. Une fois qu'on a mis le pelliculage, ça ne sert plus à rien. Donc, il y a certains essais qui sont absolument nécessaires à faire en cours de fabrication. Soit on arrête la fabrication si ce n'est pas conforme, soit mon exemple d'homogénéité de poudre, si les poudres ne sont pas homogènes, on refait un cycle de mélange pour qu'enfin le devienne homogène et qu'on puisse faire les comprimés. D'accord? Donc, c'est ça les contrôles in process. Hein. On les choisit vraiment parce qu'ils ont un impact sur le reste de la fabrication. C'est le premier type de contrôle. Et le deuxième type de contrôle, plus classique, c'est ce qu'on fait à la fin de la fabrication, que ce soit matière première ou produit fini. Donc là, ces essais-là se feront dans le laboratoire de contrôle qualité
sur l'échantillon moyen dont on a parlé tout à l'heure, et les résultats sont dans le bulletin d'analyse, et c'est sur ce bulletin d'analyse que vous aurez la conclusion conforme ou non conforme. D'accord? Donc, il y a vraiment 2 temps pour faire du contrôle qualité. Alors, donc, si on regarde un peu schématiquement comment ça se passe. Donc, vous allez avoir le site de production avec, ou siège, donc le service et la gestion de l'assurance qualité. Donc, vous aurez les matières premières qui seront contrôlées donc, au laboratoire de Sécu sur place, qui rend un bulletin d'analyse. Si c'est conforme, vous pouvez fabriquer le médicament. Encore une fois, hein, on ne fabrique un médicament qu'avec des matières premières conformes. Ça veut dire que toutes les matières premières ont d'abord été étudiées. Comme elles sont conformes, vous pouvez fabriquer votre médicament. Ce médicament, vous allez faire des contrôles en cours, control in process, dont les résultats seront dans le dossier de l'eau. Et sur le produit fini, vous aurez aussi donc le contrôle qualité dans le laboratoire et les résultats dans le bulletin d'analyse. Pour faire tous ces essais, vous allez vous servir donc bien sûr du dossier d'AMM, dans tous les critères que vous avez mentionnés dans le dossier d'AMM, donc en relation avec les affaires technico-réglementaires. Sur les matières premières, avec tout ce qui a été fait dans le développement analytique, hein, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, on ne recaractérise pas les matières premières. Et donc, vous aurez en plus les inspections et les autorités de santé qui vérifieront bien l'adéquation entre le site de production, la façon de travailler et ce qui est écrit dans le dossier d'AMM. D'accord? L'objectif de tout ce maillage, c'est la libération de l'eau. Donc, voilà. Donc, vous avez en orange, alors, attendez, je pense que j'avais quelque chose pour pointer. Voilà. Vous avez donc en orange, je vais encadrer comme ça, les 2 moments, en fait, où vous allez faire du contrôle qualité en labo dans le bulletin d'analyse et vous avez les contrôles in process où vous avez soit dans le dossier de l'eau, soit dans les cartes de contrôle. Vous avez dû voir ça l'année dernière en UE6. Donc, j'espère que c'est clair. Si vraiment, c'est pas clair, vous m'arrêtez tout de suite. Sinon, on posera les questions à la fin. Donc, je ne vois pas de questions, donc je continue. Alors, donc je vous ai dit que j'allais vous détailler ce que c'était qu'un dossier de l'eau et un bulletin d'analyse. Donc, je pense que c'est ce qu'on va finir aujourd'hui. Alors, le dossier de l'eau, c'est quoi? Je vous remontre. Hein, le dossier de l'eau, on a dit, c'est dans cette étape-là. D'accord? Alors, le dossier de l'eau, en fait, dans un dossier de l'eau, vous allez trouver tous les documents. Alors, on considère, hein, ça c'est un problème d'inspection qui doit. Donc, tout le monde peut aller consulter s'il y a une inspection. On va vous demander le dossier de l'eau alors je reviens, hein, je n'ai pas d'action, mais c'est quand même le médicament. Hein, du Doliprane, numéro de l'eau, tel. Vous prenez le dossier de l'eau. Dedans, vous allez trouver tout l'historique de la fabrication de ce lot-là. Chaque lot a son dossier de l'eau, comme son nom l'indique. Donc, vous allez avoir tout l'historique de la fabrication, que ça soit les pesées, que ça soit le réglage des appareils, que ça soit les relevés, je vais dire n'importe quoi, les relevés de température, s'il y en a eu avec ça. Tout ce qui concerne cette fabrication est dans le dossier de l'eau. Tout l'historique de la fabrication. Donc, de la fabrication, du conditionnement, d'où viennent les conditionnements, comment ils sont arrivés, qui les a contrôlés, etc., etc. Du contrôle et après du devenir de chaque lot. Hein, ce lot-là, il a été distribué à tel endroit, il a été à usage hospitalier, enfin peu importe. Dans votre dossier de l'eau, vous avez l'historique du lot, du départ, hein, de peser des matières premières à sa distribution. Ça, c'est dans le dossier de l'eau. Il est donc disponible à tout moment, en cas de contrôle, en cas d'incident, en cas, peu importe. Il est forcément disponible. Alors, donc, vous allez avoir, encore une fois, j'insiste, toute la documentation nécessaire à faire quoi? Donc, à reconstituer l'intégralité du déroulement de la fabrication. Ce qui est important, c'est l'intégralité. On peut retrouver après, je vous dis, le réglage des appareils, si c'est des comprimés, la pression des poinçons pour faire le comprimé, etc., etc. Tout est écrit dans ce dossier de l'eau.
Ça permet d'assurer en cas d'inspection que les BPF ont été respectés, que tout est fait selon, en conformité avec les BPF et avec ce qui est écrit dans le dossier d'AMM. Hein, n'oubliez pas que dans le dossier d'AMM, vous avez dû réécrire comment vous fabriquez les comprimés, etc., etc. Donc, on peut vérifier que ce dossier de l'eau est en parfaite conformité avec ce qui est écrit dans le dossier d'AMM. On va vérifier aussi que tous les résultats, tout ce qui a été fait sur le médicament, le produit fini, est conforme aux spécifications du produit fini. Donc, voilà les informations que vous allez retrouver dans le dossier de l'eau. Alors, en pratique, on trouve quoi? Alors, bien sûr, le nom du produit fini, le nom de la substance active, sa forme pharmaceutique, son dosage, s'il y en a plusieurs. Bien évidemment, son numéro d'identification de l'eau. Vous allez avoir, et ça c'est important, quand est-ce qu'on a commencé la fabrication, quand est-ce qu'on a fini. Alors, on ne met pas 10 jours dans une fabrication, mais ça peut prendre plusieurs jours, certaines fabrications. D'accord? Vous allez avoir la formule complète qualitative et quantitative de ce lot-là. Okay. Et vous aurez aussi le numéro de lot de chaque matière première qui intervient dans la fabrication du médicament. Alors, du médicament au sens large, donc les matières premières du médicament, le conditionnement. Alors, non, dans le dossier d'AMM, vous n'avez pas les numéros de lot des matières premières. Dans le dossier d'AMM, vous allez avoir, alors vous allez avoir le nom du fabricant que vous mettez, puisque les excipients, mais vous n'avez pas de numéro de lot, puisque ça va changer à chaque fois. Dans le dossier d'AMM, il n'y a pas de numéro de lot. Hein. D'accord? Je ne sais plus qui m'a posé la question, ça a été vite. C'était, ouais, d'accord? Mais par contre, la formule qualitative et quantitative, oui, c'est la même, heureusement. Après, vous avez la pesée. Hein. Donc, avec la pesée, bah, vous savez très bien que quand vous pesez 10 kilos, vous allez peut-être peser 10 kilos 0,10. Donc là, dans le dossier de l'eau, vous aurez 10 kilos 0,10, alors que dans le dossier d'AMM, vous avez 10 kilos. C'est vraiment ce que vous avez fait dans la pratique. Dans le dossier d'AMM, si vous voulez, c'est le protocole, comme vous en TP. Et après, dans le dossier de l'eau, c'est vous, vraiment, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, vous avez pris tel lot de paracétamol, vous l'écrivez, etc. Vous avez pesé 10,010 au lieu de 10, mais c'est bon, vous écrivez 10,010, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Alors, donc, et les articles de conditionnement, même chose, hein, puisqu'ils rentrent. Hein, je vous rappelle que le médicament, c'est le comprimé, mais dans son emballage. Pardon. Alors, donc, vous aurez relevé de tous les contrôles en cours et les résultats obtenus. Hein, encore une fois, les contrôles en cours, ils ne sont que dans le dossier de l'eau. D'accord? Ça permet de voir que vous avez bien suivi les procédures qualité, c'est-à-dire au fur et à mesure où j'avance dans la fabrication, j'ai des points de contrôle, je vérifie, c'est conforme, je continue la fabrication. C'est non conforme, j'arrête, je corrige si je peux corriger, si je ne peux pas corriger, je jette et je recommence. Vous allez aussi avoir des calculs. Alors, si vous avez fait, alors, je ne sais pas, du coup, vous ne faites pas beaucoup de TP, malheureusement, mais vous allez forcément avoir le calcul du rendement. Hein, qu'à partir du moment où vous allez les peser, vous devez retrouver à la fin ce que vous avez pesé. D'accord? Donc, vous allez avoir le calcul du rendement effectif comparé à un rendement théorique au stade final et dans certains cas, dans les stades intermédiaires, quand on a des étapes délicates. Quand c'est les fabrications faciles, on fait juste le rendement par rapport à l'état, entre l'état final et l'état initial. Il peut arriver qu'on fasse des rendements intermédiaires. Donc ça, c'est dans le dossier de l'eau aussi. Alors, j'avais bien dit, hein, les relevés dûment signés de toutes les opérations effectuées par les opérateurs, par les personnes qui sont sur les machines, etc. Tout ce qui a été pris comme précaution, les événements qu'on puisse passer, je sais pas, coupure d'électricité pendant 10 minutes, ou enfin, je vais inventer, ou alerte incendie, donc l'opérateur est sorti 5 minutes. On va avoir vraiment tous les événements qui ont eu lieu pendant la fabrication qui seront inscrits et paraphés. Et enfin, au final du dossier de l'eau, on aura la signature du responsable de fabrication. Je dis bien du fabrication. D'accord?
qui valide en fait, qui va vérifier que toutes les étapes se sont passées correctement, même s'il y a eu des événements, ça, il va juger qu'il n'y a pas d'incidence, que toutes les étapes se sont passées correctement et qu'au final, donc, il peut signer ce dossier de l'eau, qui n'est pas un dossier de, on n'est pas là sur la conformité et la libération de l'eau. Hein. Lui, là, il valide la fabrication du médicament. D'accord ? Alors, ce dossier de l'eau, combien de temps il doit être gardé? Alors, le dossier de l'eau doit être gardé durant toute la durée de péremption du médicament, plus 1 an. D'accord? Par exemple, si vous avez un médicament de péremption qui a une péremption de 5 ans, bah, vous devez garder le dossier de l'eau pendant 6 ans. OK? Donc ça, voilà, c'est réglementaire. L'archivage, donc, tous les moyens maintenant sont acceptables. Hein. On peut matérialiser, dématérialiser. Alors, il y a bien sûr de plus en plus de dématérialisés, même s'il faut quand même signer des choses comme ça. À partir du moment où tout est facilement consultable et accessible. Il ne faut pas que si vous avez une inspection, vous dites ah ben attendez, je ne sais plus dans quel où je l'ai enregistré, dans quel il faut que j'aille rechercher. Non, c'est pas possible. Si vous avez dématérialisé, vous savez exactement où c'est. Et si c'est papier, vous savez exactement où c'est. Après, vous avez les deux possibilités de stockage, d'archivage des données. Quel est le délai? Alors, le délai d'un sécu, je ne comprends pas. Si vous voulez m'expliquer plus ou prendre la parole, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que ça veut dire, d'un contrôle? Oui, mais quel délai? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par quel est le délai du contrôle qualité. Le contrôle qualité, soit vous avez le in-process qui se fait en cours de fabrication. Donc, il n'y a pas de délai. Hein. Il se fait au fur et à mesure de la fabrication. Ah, le temps que ça prend. D'accord. Alors, celui qui est in-process, il faut le faire le plus rapidement possible parce que comme il est in-process, la fabrication, elle s'arrête tant que vous n'avez pas la réponse. Mais c'est des essais très ponctuels. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit homogénéité de la poudre, ça va être très ponctuel. Donc, ça prend 1 heure ou 2 heures. D'accord? Pour le contrôle final, en fin de l'eau. Alors, vous allez avoir 2 contraintes. Bien sûr, il y a la contrainte contrôle qualité. Vous avez aussi une contrainte économique. Tant que le contrôle qualité n'est pas fait, le lot n'est pas distribué. On est d'accord. Donc, l'objectif, c'est quand même que le rendu soit fait le plus rapidement possible. Normalement, les laboratoires de sécu sont organisés pour que les appareils soient disponibles en fonction des fabrications. Et on va dire qu'un sécu correct, ça se fait en moins d'1 semaine. Pour la partie, on va dire, vraiment chimie. Après, vous avez la partie bactériaux, mais vous pouvez déjà libérer sur les premiers essais. Donc, on va dire, moins d'1 semaine, ça doit être fait. On ne peut pas mettre le médicament en quarantaine plus qu'1 semaine. Après, ça commence à devenir compliqué. Ça devient compliqué pour le stockage. Ça devient compliqué après pour, voilà, on va dire, en moins d'1 semaine, il faut effectuer le sécu. Alors, ça, c'est des exemples, hein, c'est des photocopies vraiment de bulletins d'analyse. Alors, ça va être le bulletin d'analyse que vous avez peut-être déjà vu. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Parce qu'il y en a un ou deux qui peuvent me répondre. Ou pas du tout. À quoi ça ressemble un bulletin d'analyse? Vous avez déjà vu. Donc ça, bon, alors on va... bon, il y en a beaucoup, non. Alors, c'est vraiment comme ça que ça se présente. Pourquoi ne pas faire dans un organisme indépendant? Je ne comprends pas votre question, Mélodie. On ne fait pas de contrôle aléatoire. Et je ne vois pas pourquoi l'organisme... Vous pouvez prendre la parole, Mélodie, parce que je comprendrai mieux votre question. Mélodie, si vous pouvez parler? Non? Vous n'avez pas la main pour parler? Il n'y a pas de contrôle aléatoire, hein, surtout pas. Hein. Tous les lots sont testés. D'accord? Je n'ai pas parlé du tout de contrôle aléatoire. J'ai parlé d'échantillonnage. Ah, alors, d'accord. J'ai parlé d'échantillonnage. Je n'ai pas parlé de contrôle aléatoire. Pour moi, un contrôle aléatoire, ça veut dire que je prélève un lot sur 2, un lot sur 3 au hasard. Pour moi, c'est ça du contrôle aléatoire. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'échantillonnage. C'est-à-dire, quand j'ai fabriqué 500 000 comprimés, je vais en prélever que 1000. Ça, c'est de l'échantillonnage. Et si vous faites pas de l'échantillonnage, ça veut dire que vous utilisez vos 500 000 comprimés que vous avez broyés, donc vous n'avez plus de comprimés à distribuer.
Est-ce que c'est plus clair, Mélodie? Mélodie, c'est clair? Alors, donc, un exemple de bulletin d'analyse de matières premières. Donc, vous voyez, ça se présente toujours de la même façon, hein, dans le dossier AM, comme ça. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, c'est le test et la méthode. Alors, vous avez des références à la pharmacopée pour certaines méthodes. Hein, vous voyez, ça, c'est vous utilisez les méthodes pharmacopée ou alors vous utilisez votre propre méthode. Vous avez ensuite les critères d'acceptation. On y reviendra, on l'a dit, soit là, c'est un intervalle hein, pour le pH entre 5,06 et 6,5. Pour les impuretés, par exemple, ce sont des valeurs limites. Et à côté, on vous donne, pour ce lot-là, et uniquement ce lot-là, les résultats obtenus. Il faut toujours rendre des résultats chiffrés. Alors, quand c'est possible, un poudre cristalline jaune, là, vous avez le droit d'écrire que conforme, si c'est une poudre cristalline jaune, ou vous réécrivez poudre cristalline jaune. Mais quand il y a une valeur, que vous avez fait un essai avec une valeur, on vous demande toujours de mettre la valeur. Par exemple, là, le pH, on vous demande de mettre 5,7 et non pas conforme. Pourquoi? Parce qu'au cours du temps, ça vous permet de voir des déviations de résultats. Je m'explique. Si vous faites 10 fabrications de cette matière première-là, et puis au fur et à mesure de la fabrication, vous voyez le pH qui augmente. OK, il est toujours conforme, mais vous voyez bien qu'il y a normalement, ça doit être aléatoire, la variation des résultats. Si vous voyez des déviations, des dérives, ça vous permet de dire, ah, il y a un problème dans la fabrication, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si on n'écrit que conforme, on ne peut pas voir ces déviations, on ne peut pas suivre ces erreurs. Donc, il est très important de toujours rendre le résultat chiffré et de ne pas écrire tout de suite conforme. Alors, donc ça, c'était pour une matière première, au hasard, hein, et ça, pour un produit fini, vous voyez, ça se présente de la même façon. D'accord? Toujours pareil. Alors, pourquoi les métaux lourds n'ont pas été chiffrés? Alors, c'est vrai, vous avez raison, les métaux lourds auraient dû être chiffrés, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de raison pour pas qu'ils aient été chiffrés, puisque quand vous faites de la spectroscopie atomique, vous en avez fait en deuxième année, on a un résultat, c'est de la spectrométrie, hein, on a un résultat chiffré. Donc, on doit avoir un résultat chiffré. Alors, je reviendrai sur l'échantillonnage, Léa. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous répondre là, mais je vous expliquerai comment on fait pour être sûr que les techniques d'échantillonnage. D'accord? On y reviendra. Pas dans le cours d'aujourd'hui, mais on y reviendra. Je pense que ce sera suite demain. Donc là, pour le produit fini, c'est pour ça que là, quand je vous parle, ça se passe exactement de la même façon. Le même procès. Par contre, quand vous faites des essais sur j'ai dit, on fabrique un médicament qu'avec des matières premières conformes. Ce qui veut dire que toutes les matières premières ont été testées avant de fabriquer. Sur le produit fini, vous n'allez pas tout refaire. Hein, ce que vous avez déjà fait sur certaines choses que vous avez fait sur les matières premières, vous ne le refaites pas sur le produit fini. Vous allez tester sur le produit fini pour vérifier la qualité, donc tout ce qui s'est passé entre les matières premières et le produit fini. D'accord? Hein, on ne refait pas des choses qu'on a déjà vérifiées. Alors, les référentiels. C'est je pense, des référentiels que vous connaissez. Alors, ça, c'est tous les référentiels que va utiliser le contrôle qualité, mais à différents moments du médicament. La première étape, je vous ai dit, le contrôle qualité, on veut vérifier la qualité du médicament et la sécurité. Donc ça veut dire qu'on a travaillé avant de déposer le dossier d'AMM sur le médicament. Donc c'est ce qui revient au développement pharmaceutique. D'accord? Dans le développement pharmaceutique, vous avez le développement analytique, donc, et là, vous allez suivre, vous n'avez pas encore donc le dossier d'AMM, on est d'accord. Donc là, vous allez suivre tout ce qui est directive, les directives européennes, dont on a dû vous parler. Là, si c'est des notions que vous n'avez pas, vous me dites, mais je pense que vous les avez. Tout ce qui est directive européenne, qui concerne la qualité, donc QWP, hein, tout ce qui est sur le sujet de la qualité. Les directives ICH internationales, bien sûr, et les pharmacopées, avec en premier, bien sûr, la pharmacopée européenne. Ça, c'est pour
en amont, donc avant le dossier d'AMM. Quand on va arriver après à notre contrôle industriel de routine, l'eau par l'eau dont on vient de parler, là, on oublie le développement, hein, c'est fait, encore une fois, j'insiste, c'est fini. Donc, on va se servir de quoi? On va vérifier les critères qui ont été retenus dans le dossier d'AMM, donc dans le dossier CTD, et on va partir de ces critères, ces spécifications, et c'est ces spécifications qu'on va vérifier. Donc, on se sert du dossier d'AMM sous format CTD pour avoir les spécifications, et on a remis pharmacopée parce que vous avez vu tout à l'heure dans le bulletin d'analyse, vous pouvez faire référence à des méthodes pharmacopée. D'accord? Donc, vous vous resservez encore une fois des pharmacopées. Pour rappel, dans le dossier CTD, vous retrouvez les spécifications, donc avec les procédures, mais aussi toutes les validations analytiques, si vous avez des doutes, et aussi pourquoi vous avez choisi ces spécifications. Encore une fois, on ne fait pas des contrôles pour faire des contrôles, on fait des contrôles pour garantir la qualité et l'efficacité. Donc, dans votre dossier, vous avez justifié le choix de vos spécifications. Et c'est là où c'est quand même une difficulté pour les services technico-réglementaires, hein, le choix et la justification des critères de qualité. Donc, tout ça, toutes ces informations-là qui sont dans le cadre bleu sont dans le dossier d'AMM. Alors, les directives européennes, ça vous parle ou ça ne vous parle pas du tout? Ça, je détaille ou ça vous parle? Pas de détails. OK. Juste, d'accord, parfait. Alors, juste, ce qui est important, on a dû vous le dire, hein, si vous avez un jour à chercher un texte, ils sont tous numérotés selon leur version, donc c'est facile de retrouver. D'accord? Donc, pas de détails. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, ça, c'est ce qui est directive européenne. Qui dit directive européenne dit, bien sûr, que c'est opposable, donc obligatoire. Hein, en plus de ce qui est écrit dans la pharmacopée. Au niveau ICH, qu'est-ce qui concerne la qualité? Alors, là, je vous donne la liste. Il y en a même, alors, j'ai même pas tout mis parce qu'il y en a en plus, mais c'est plus sur le management. J'ai pas mis ce qui concernait le management qualité, mais plus. Je vous demande pas d'apprendre, je le dis tout de suite, je vous demande pas d'apprendre cette page par cœur. Hein. Je vais jamais vous demander Q1, qu'est-ce que c'est, Q2, qu'est-ce que c'est, Q3, qu'est-ce que c'est. C'est pas ça. C'est que vous ayez une notion des infos qu'on peut trouver. Donc, si vous me retenez juste que dans ICH, vous avez des notions sur la pureté, sur les bonnes pratiques de fabrication, etc., ça me suffit largement. D'accord? Je ne me demande pas de me réciter les Q1, Q2 jusqu'à Q10. OK? Donc, surtout, ça, c'est pas à savoir par cœur. Donc, ça, c'est tous les ICH qui concernent la qualité. Et on trouve, c'est assez facile à lire, en fait, si vous avez déjà vu. Souvent, c'est des arbres décisionnels. Donc, on sait assez bien comment, par exemple, pour les essais de pureté, vers où se diriger, comment choisir. Vous avez beaucoup d'arbres décisionnels et c'est assez simple à utiliser, contrairement à la pharmacopée qui n'est pas toujours simple. Là, les ICH, c'est plutôt assez simple à utiliser. Même les essais de stabilité, voilà, c'est bien détaillé dans ces textes-là. Donc, ça, c'est très utile. Donc, les pharmacopées, c'est pareil. Vous en avez parlé l'année dernière. Donc là, je parle des pharmacopées pour le moment. Hein, c'est tous pareil. Hein, c'est un ensemble de textes, principalement sur des méthodes d'analyse, des réactifs et les monographies. Alors, là, la pharmacopée européenne, elle ne concerne, ça je vous le rappelle, et ça a été dit l'année dernière, elle concerne les substances actives. Dans la pharmacopée, il n'y a pas de distinction. Hein. Encore une fois, c'est matière première pharmaceutique. Je contrôle tout de la même façon, que ce soit un excipient ou une substance active. La qualité doit être la même. Donc, on trouve les substances actives, les excipients, les préparations à usage pharmaceutique d'origine chimique, animale ou humaine, s'il y en a plus beaucoup, végétale. On trouve les préparations homéopathiques et les souches homéopathiques. On trouve des antibiotiques, on trouve les matériaux de conditionnement et on a des infos sur les différentes formes pharmaceutiques. Voilà, globalement, j'ai résumé tout ce que vous avez vu l'année dernière en UE6. D'accord ? Il y a d'autres textes qui s'appliquent aussi à tout ce qui est issu de la biologie, des dérivés du sang, du plasma et de tout ce qui est produit radiopharmaceutique. Donc ça, vous le savez. Alors là, vous voyez, je n'ai pas corrigé, je vais le corriger. On en est à la 10e édition.
parce qu'il y a la 9e édition était en 2007, maintenant on est à la 10e édition, il faut que je le corrige, il faut que je me le note. Donc on en est à la 10e édition. Alors, l'ordre de prévalence. On est en Europe, vous êtes obligé de respecter ce qu'il y a dans la pharmacopée européenne, vous n'avez pas le choix. D'accord? Quand vous n'avez pas d'infos dans la pharmacopée européenne, vous avez le droit d'aller chercher autre part. Uniquement quand vous n'avez pas l'info. D'accord? Donc, dans l'ordre de prévalence, ça va être d'abord dans les pharmacopées nationales des États membres. Et en dernier, parce qu'on trouve quand même plein de choses et que des fois ça nous aide bien, à l'USP. Mais c'est vraiment d'abord dans la pharmacopée européenne. Ça, c'est important. Alors, là, c'est des choses qu'on... Pareil, c'est quoi USP? C'est la pharmacopée US, américaine. Alors, ça, vous l'avez vu l'année dernière en US6, c'est pareil, hein, je ne vais pas y revenir, c'était pour vous rappeler ce qui était important pour le contrôle qualité. Mais je ne vais pas vous redire les chapitres, à moins que vous... Mais je ne pense pas que ça... Voilà. Donc là, je vais passer assez vite. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, ce que je vois que je pensais je l'avais mis et je vais vérifier, mais je ne l'ai pas mis. J'ai bien insisté que dans la pharmacopée européenne, il y avait les matières premières, et les conditionnements, etc. Ah, non, justement, c'est ce que j'allais dire en plus. La pharmacopée américaine a des choses en plus que nous, on n'a pas. C'est que dans la pharmacopée européenne, vous avez des médicaments. Par exemple, le Doliprane est à la pharmacopée américaine. À l'Europe, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a que des matières premières. D'accord? Et la pharmacopée américaine n'est pas la même que la pharmacopée européenne. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout ce qui est écrit à l'européenne, c'est prévalent. Vous êtes obligé de le faire. Quand il y a quelque chose que vous n'avez pas à la pharmacopée européenne, vous avez le droit d'aller chercher les infos autre part. Mais c'est parce que ça n'est pas à la pharmacopée européenne. Vous ne pouvez pas utiliser l'USP si vous, par exemple, si vous analysez du paracétamol, vous êtes obligé de prendre la monographie européenne et pas l'américaine. Est-ce que c'est clair? Par contre, si vous avez un problème sur un produit fini, c'est pas européenne et que vous en sortez pas, vous avez le droit d'aller regarder comment ils font à la pharmacopée américaine. Ça, vous avez le droit. Parce que ça n'est pas à la pharmacopée européenne. Hein, voilà, c'est vraiment important. Ça. Mais alors, c'est pas parce que vous allez utiliser l'USP qu'il faudra quand même, justement, vous allez être quand même tenu de revalider, etc. Hein, prouver que vous avez vérifié. Puisque la pharmacopée américaine n'est pas obligatoire. Donc, elle ne vous dispense pas de validation. Alors, la plupart du temps, ça vous l'avez vu aussi l'année dernière, hein, on va dire 95% des excipients et des matières premières ont une monographie. Donc là, le contrôle des matières premières, c'est très facile. Hein. Votre tableau de bulletin d'analyse, vous prenez la monographie, vous avez tout. Hein, vous avez le test, la méthode, les critères d'acceptation et vous faites tous les tests qui sont à la pharmacopée. Ça, c'est le plus simple quand vos matières premières sont à la pharmacopée. En plus, j'en viens de parler, si vous utilisez une monographie de la pharmacopée, vous n'avez rien à valider, la pharmacopée européenne, puisque tout ce qui est écrit à la pharmacopée a déjà été validé. Ça, c'est important. C'est compliqué de valider une méthode. Hein. Donc, si vous pouvez vous dispenser de validation, je peux vous dire, vous le faites. D'accord? Donc, est-ce que ça, c'est clair? C'est très important, cette partie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Non? Bon. Alors, vous pouvez aller plus loin encore que ça. Vous avez ce qu'on appelle une procédure de conformité. Est-ce que le CEP, ça vous parle ou pas du tout? Ça vous parle? Ah, bon, alors, ça parle jusqu'à une personne. Alors, je vais expliquer. Par exemple, vous imaginez qu'il y a plein de fabricants de paracétamol. Il n'y a pas un fabricant de paracétamol, et heureusement. Il y a plein de fabricants de paracétamol. Quand vous achetez votre paracétamol, vous allez vérifier en fonction de la pharmacopée. Mais vous pouvez être plus exigeant que ça et demander à votre fournisseur un certificat de conformité à la pharmacopée. C'est-à-dire, là, c'est le fabricant de paracétamol qui va envoyer un dossier à l'agence européenne
et qui va dire, voilà, moi je fabrique ce paracétamol-là, je fais ces contrôles-là, voilà la qualité que j'obtiens. Et si vous voulez, l'Europe va donner un label, c'est un label qualité, un CEP, c'est certificat de conformité. C'est-à-dire, il vous garantit la qualité de ce paracétamol. Parce que vous imaginez bien que tous les fabricants de paracétamol, ils n'ont pas, par exemple, exactement la même voie de synthèse. D'accord ? Donc, il est intéressant d'adapter son contrôle, par exemple, au solvant que vous utilisez dans la voie de synthèse du paracétamol. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller chercher un fournisseur qui vous garantit sa qualité. Alors, forcément, hein, une matière première avec un CEP, ça va être forcément un peu plus cher, mais vous avez, voilà, c'est un engagement de qualité. Donc, ça veut dire que l'Europe a déjà validé votre matière première. N'empêche que vous refaites des contrôles quand même, hein, mais voilà, c'est une garantie de qualité. Donc, c'est un certificat CEP sur les matières premières. Et ce qui est important, c'est le fournisseur, c'est le fabricant de matières premières qui le demande. Je vous rappelle que les fournisseurs de matières premières, encore une fois, ce n'est pas des industries pharmaceutiques, mais des industries chimiques la plupart du temps. Hein. Celui qui fabrique le paracétamol, c'est l'industrie chimique. OK ? Et donc ça, c'est quand on a... Et alors, on peut avoir un label qualité, hein, ce CEP, encore une fois, que pour les matières premières qui ont une monographie, donc qui sont à la pharmacopée. Si votre matière première n'est pas à la pharmacopée, dans ce cas-là, on va rédiger, le fabricant de produits finis rédige ce qu'on appelle une monographie interne, et là, il va devoir tout valider et fournir la validation dans le dossier d'AMF. Alors, je vois qu'il est 26. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas aller vite pour vous montrer des exemples. Donc, je note que demain, on en sera aux exemples de pharmacopée. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Et les CEP ont une durée de validité. Alors, on peut les redemander, mais c'est pas à vie. Hein. On n'a jamais un CEP, c'est comme un dossier d'AMM, c'est jamais à vie. Donc oui, on peut, s'il n'est pas redemandé, le CEP il tombe de lui-même même. Hein. Et s'il y avait des problèmes, on peut en retirer un CEP, bien sûr. Les méthodes analytiques doivent être validées. C'est le laboratoire qui les utilise, qui valide, et c'est qui met la validation dans le dossier d'AMM. Donc, cette validation sera évaluée en même temps que le dossier d'AMM. Est-ce que c'est clair pour AFEFA? Oui. Alors après, Darima, les essais limites, Darima, je reviendrai sur l'expression des résultats. D'accord? Il y a un cours dessus, je vous promets, vous aurez la réponse la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup parlé finalement, je voulais arrêter plus tôt. Eh bien, sinon, vous me les poserez demain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, 16h20, je crois. Bonne journée. Au revoir.